Alors justement, tu parles d'émotion, hein. Là, on voit le Sénégal qui apparaît comme un favori, mais qui aura un match à jouer et un match qui sera compliqué face au Mali. Tu parlais de sentiments, on va parler maintenant de Cameroun-Maroc. Le Maroc qui a justement eu quelques difficultés avec le Mali et qui aurait très bien pu se faire rattraper sur la fin du match. Là, va avoir une sacrée équipe en face. Un Cameroun finalement qui renaît de ses cendres avec un nouveau sélectionneur. Une équipe rajeunie qui aura vraiment des choses à montrer. Chez le pays organisateur qui clairement n'a pas le choix. Hein. C'est gagner ou partir, notamment pour Walid Regragui. On va commencer par Ricardo. Ça y est, je te donnerai la parole à la fin, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Ricardo, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qui tu vois vraiment s'affirmer? Et je te demande pas forcément un vainqueur, mais savoir qui a les clés de ce match. Qui va finalement pouvoir décider de ce match? Alors, pour moi, c'est la grosse inconnue de ces quarts de finale, hein. Mm. Pour moi, c'est la grosse inconnue parce que autant je voyais le Maroc en ultra favori au début, à juste titre, de par le fait d'être à domicile, le fait d'avoir des joueurs de classe mondiale. Mhm. Autant en voyant le parcours un peu, bon, certes, ils ont réussi à passer les étapes tranquillement, ils ont été bien soutenus, ils ont marqué des très beaux buts. Mhm. Et le Cameroun qui arrive devant, c'est compliqué parce que, encore une fois, je me répète par rapport au début, mais le Cameroun arrive avec une fraîcheur, Mm. avec une sérénité qui est inquiétante, en fait, qui est vraiment surprenante et inquiétante. Et le fait que le Cameroun arrive de la sorte, avec l'expérience qu'ils ont et puis aussi du coup, leur solidité, on va dire, athlétique, ça peut être vraiment un problème pour les Marocains. Alors, voilà, je ne veux pas rentrer dans les polémiques par rapport au dernier match, penalty, Mm. pas penalty, l'arbitrage, tout ça. C'est pas le but. Mais voilà, on peut peut-être s'attendre que voilà le Maroc soit soutenu par ses supporters et tout ce qu'il y a autour. Mais attention, parce que les Camerounais, ils ont peut-être pas les clés du match, mais en tout cas, ils ont une serrure qui sera difficile à forcer. Justement, cette Coupe d'Afrique, elle est intéressante parce qu'on se projette aussi avec cette Coupe d'Afrique vers la Coupe du Monde. Et ce Cameroun-Maroc, il va dire aussi beaucoup de la hiérarchie du foot africain. Anderson, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match? Je suis un peu d'accord avec Ricardo parce que c'est vrai que déjà on n'attendait pas le Cameroun à ce niveau-là. Donc moi je peux dire qu'aujourd'hui le Cameroun a fait le travail. Ah oui. Puisque aujourd'hui, même s'ils doivent sortir, je pense qu'ils ont en 18 jours préparé cette grande compétition. Après, la fierté de la belle famille, qu'on a l'habitude de les appeler en Côte d'Ivoire, elle est le mental, comme ils diraient nos amis camerounais. Ils ont un mental qui est d'acier. Mm. Moi, le Maroc me fait beaucoup penser, en termes de parcours, à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Mhm. Jouer une CAN à domicile, c'est C'est très, dur. très, très, très difficile. Comme le disait Saïd tout à l'heure, il y a toute cette pression populaire Ah qu'on bah ne ça se peut voit. même Hein. pas imaginer en Europe. Moi, j'ai eu la chance d'être en équipe nationale. Vous avez des supporters qui dorment au pied de l'hôtel. À l'époque, il fut un temps, dans une autre époque, hein, je suis un peu vieux, mais Non, non. on allait dormir dans des cimetières, les fétiches et autres, etc. Bon, il y a toute une pression populaire. Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui, je peux me tromper, mais que le Maroc, pour le moment, a un peu de mal à gérer cette pression. Parce que le Maroc, c'est une très belle équipe. Ouais, c'est Saïd Techniquement, qui parlait tactiquement. d'émotion. Oui. Oui, mais il y a trop d'émotions. Mm. Il y a trop d'émotions. Alors j'espère avec l'arrivée, enfin on va dire le retour d'Hakimi, peut-être ça va apporter cette expérience, ce calme. Mais attention au Cameroun parce qu'ils ont un mental d'acier. Et comme le disait Ricardo tout à l'heure, physiquement, pour moi, ils sont impressionnants. Et ça va être un peu la clé du Ouais. match, c'est le combat physique. Parce que techniquement, les Marocains, il n'y a aucun Oui. souci, mais ils vont se faire rentrer dedans. Il faut qu'aujourd'hui, Walid puisse préparer son équipe à avoir un combat physique, à être patient, à vraiment avoir la possession de balle pour trouver la clé, ne pas être pressé par cette pression populaire d'aller vouloir marquer, marquer, marquer. Les Camerounais vont les attendre, ils vont leur rentrer dedans et ils vont exploiter la moindre action et après ils vont verrouiller. Donc c'est un match indécis. On va dire favori le Maroc parce qu'ils sont à domicile. Mais comme le dit Ricardo, attention Cameroun. Ouais, Attention Cameroun. c'est vraiment un match à regarder. Ouais. Donc là, Saïd, je me tourne vers toi. Saïd, bon, alors, tu es journaliste, évidemment, hein, tu es travaillé par l'objectivité, mais tu restes marocain au Maroc.
Donc, il y a un moment donné où bon, bah, c'est la famille qui joue ce match. Qu'est-ce que tu penses justement de ce Cameroun-Maroc? On se souvient justement du match contre le Mali. Le Maroc avait eu du mal. Et avec un Mali plus efficace sur les 20 dernières minutes, on aurait très bien pu avoir une vraie surprise d'emblée. Je pense que c'est un match qui est vraiment attendu et redouté au Maroc. T'as quel regard justement toi sur ce match? Ouais, justement, on sent cette tension. Enfin, c'est vrai que, en gros, on l'a senti depuis le début de la compétition. Alors, ils ont lâché un peu les chevaux contre la Zambie sur le dernier match de la phase de poule, où c'était superbe, tant mieux, très bien. Mais ensuite, on a retrouvé cette pression, mais totale, contre la Tanzanie, où on les trouvait, mais on sentait qu'il y avait les jambes de la totalité des joueurs qui tremblaient. Alors, peut-être que finalement, il y a un ou deux joueurs qui n'ont pas tremblé, lesquels? Bah, Hakimi et Brahim Diaz, parce que ce sont des joueurs qui ont l'habitude justement de cette pression. Surtout Brahim Diaz qui a peut-être encore la chance d'être encore décalé entre guillemets parce que il a été naturalisé entre guillemets il y a pas longtemps, donc peut-être qu'il a moins cette pression locale, peut-être que ça l'aide un peu aussi. Bon, tant mieux pour lui, et tant mieux pour le Maroc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi autre chose. Il y a cette pression de l'organisation, cette pression de chercher une deuxième CAN depuis 1976. On n'arrête pas de le répéter sans cesse. Et surtout, en fait, contre la Tanzanie, il y a quelque chose qu'on a oublié de souligner et que pas grand monde l'a dit, mais le Maroc n'a remporté seulement son deuxième match à élimination directe en CAN depuis 2004. Ça veut dire que le Maroc, en gros, n'a pas d'expérience sur la scène continentale depuis des années. Et je pense que ça aussi, ça joue. Il y a la pression populaire, la pression locale, exactement, mais il y a aussi cette pression de se dire, mais ok, en Coupe du Monde, on est capable de faire des résultats de temps en temps, d'aller en 2022 en demi-finale, mais en fait, sur la scène continentale, on n'a pas encore cette expérience. Et donc, il va falloir à un moment qu'ils se libèrent. Il faut que ça soit contre le Cameroun, justement, en se disant, maintenant, on a dépassé, ça y est, ce petit plafond de verre, entre guillemets, de passer le cap des huitièmes de finale. Il faut foncer. Mais en face, comme vous l'avez tous très bien dit, c'est qu'il y a une équipe qui, du coup, n'aura absolument rien à perdre. David Pagou l'a très bien dit. L'objectif, c'était de faire mieux que la dernière CAN. La dernière CAN, c'était les huitièmes. Ils ont atteint l'écart. S'ils sont éliminés, c'est bon. Ce qui est dommage, d'ailleurs, juste pour le Cameroun au passage, c'est de ne pas pouvoir disputer la Coupe du Monde parce que ils sont en train de construire quelque chose de sympa. On aurait bien aimé les voir construire dans la continuité 6 mois après et de les voir en Coupe du Monde 2026. Donc ça, c'est peut-être un peu dommageable. Mais ouais, donc moi, je pense qu'au-delà du côté tactique, technique, etc., je pense que Walid Regragui a justement un énorme travail à faire sur cette pression, que les joueurs jouent enfin libérés, continuent à être très bons derrière, mais qu'ils puissent enfin se libérer pour lâcher le chevaux et jouer comme il se doit. Pour compléter un petit peu, Saïd, excuse-moi ce que tu dis, je pense qu'ils ont besoin de ce match référence en fait. Ils n'ont pas encore trouvé ce match référence durant la compétition et ça peut être contre le Cameroun. Il peut y avoir une vraie dynamique après ce match. Passer le Cameroun là dans un contexte où tu maîtrises le match avec la dimension émotionnelle et puis le vrai spectre de l'élimination. Parce que là, si le Maroc est éliminé à domicile, c'est la fin de la dynamique populaire autour de la CAN et puis c'est la fin pour Regragui à son poste. Et donc ça nous amène à un match qui lui est peut-être un peu moins chargé en émotions, sauf pour toi Anderson. C'est le Égypte-Côte d'Ivoire. Alors l'Égypte, c'est l'habituel, c'est la sélection qui est recordman de titres en CAN. C'est une sélection qui est toujours présente, qui n'a pas forcément impressionné offensivement face à une Côte d'Ivoire tenant du titre. Totalement. C'est un peu le match finalement des grandes sélections. Qu'est-ce que tu en penses justement? Je te donnerai la parole justement après. Qu'est-ce que tu en penses toi, Ricardo? Bah, c'est totalement ça. L'Égypte, pour moi, n'est pas forcément flamboyante sur cette CAN. Ils font le travail aussi. Ils ont joué pour l'instant contre des équipes relativement faibles, même si le Bénin c'était un peu mieux le tour d'avant, mais ils ont eu le temps de mettre en place leur jeu. Je crois qu'il n'y a pas vraiment un fond de jeu, en tout cas moi, qui m'a enchanté, parce que j'ai vraiment suivi cette équipe aussi. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire a tout à gagner. Ils sont montés aussi en température. Ils sont vraiment montés, on va dire, en gamme. Et la force qu'ils ont, c'est qu'ils ont une très bonne défense, encore une fois, parce qu'on l'a mis en avant au début. C'est vrai que quasiment toutes les équipes de ces quarts de finale ont des défenses solides, des gardiens costauds, parce qu'on a vu que Lafont ne faisait pas l'affaire, donc on a vite remis Yaya et Fofana. Et pour le coup, ils sont forts. Ils ont surtout un factoriste pour moi qui est crucial, qui est primordial, c'est Ahmad.
Amad Diallo, qui est pour moi qui est extraordinaire. Pour moi, c'est un des joueurs du tournoi. On met beaucoup en avant Brahim Diaz, mais pour moi, Amad Diallo aussi, il est vraiment performant. Avec Mbeumo aussi, un Mbeumo aussi qui est aussi dans le ton, qui est vraiment dans le thème. Mais vraiment, Amad Diallo aussi, il est vraiment, vraiment fort. Donc moi, je pense que c'est lui qui peut faire la différence. Et pour moi, la Côte d'Ivoire devra et battra l'Égypte. Donc, Sans souci. Voilà, donc ça c'est noté. Saïd, est-ce que tu es aussi catégorique que Ricardo? Est-ce que tu vois finalement celui qui rencontrera le vainqueur de Mali-Sénégal être la Côte d'Ivoire aussi, comme Ricardo? Ou est-ce que tu penses que l'Égypte a quand même une occasion d'enfin entrer dans ce tournoi, hein, si j'ose dire? C'est vrai que moi, l'Égypte, je suis assez déçu par le style de jeu. En fait, pour être vulgaire, on a l'impression qu'ils ne cherchent que l'exploit de Marmouche et de Salah. En gros, c'est un peu ce qu'on a l'impression. Mais en même temps, est-ce qu'on est réellement étonné quand on connaît l'entraîneur Osam Hassan? C'est pas un fin tacticien. Il n'est pas connu pour être le plus grand tacticien. Et j'ai plus l'impression que lui, il veut jouer justement, on en parle depuis tout à l'heure, mais sur ce côté émotion. L'Égypte, c'est la meilleure nation de l'histoire, donc il faut être présent, il faut gagner, on est obligé, etc. etc. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un véritable style de jeu. D'ailleurs, défensivement, c'est pas assez impressionnant. Ça a tenu contre le Bénin, mais refaites le même match contre la Côte d'Ivoire et je pense pas que ça passe assez facilement. Donc je pense que les cartes sont vraiment en main pour la Côte d'Ivoire, justement. Et je suis complètement d'accord, moi, avec Ricardo, parce que Amad Diallo réalise une coupe, mais vraiment assez incroyable. C'est impressionnant à voir jouer. Et bon courage à Manchester United, parce que cette fois, il va falloir réellement le faire jouer quand il rentrera. Mais au-delà de ça, ouais, la Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup ce qu'ils font et c'est une très bonne chose et je suis très content pour Emers Faé surtout parce que justement, il est en train de prouver, enfin, parce que forcément, à l'époque, on disait oui, mais c'était pas lui le vrai entraîneur, il a gagné, blablabla, etc. Enfin, on a l'habitude de ces choses-là. Mais là, il est en train de prouver que c'est un bon tacticien, qu'il sait maîtriser son équipe, qu'il fait des remplacements quand il le faut et une bonne mise en place. Donc, je dirais avantage pour la Côte d'Ivoire pardon, pour cette rencontre. Bon, j'imagine Anderson que tu vas pas forcément aller à l'encontre des prévisions de Ricardo et de Saïd. À ton avis, donc Côte d'Ivoire, Égypte, vainqueur Côte d'Ivoire? Écoutez, oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'Égypte reste la bête noire de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler une finale perdue contre l'Égypte, ce quart de finale où j'étais au stade, où je l'ai encore en travers de la gorge au Cameroun. L'Égypte contre nous, contre la Côte d'Ivoire, ils mettent le bus, comme j'ai l'habitude de dire. C'est très, comment dirais-je, tu as l'impression qu'ils jouent le nul du début à la fin. Voilà, un peu comme le Maroc, là, il faudra que la Côte d'Ivoire fasse preuve de patience et surtout d'aller les bousculer. On a un talon d'Achille, la Côte d'Ivoire, et je suis d'accord avec Saïd et Ricardo sur Amad Diallo, hein, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, le collectif de la Côte d'Ivoire a tendance souvent à être un peu en suffisance dans des matchs. Et à respecter l'adversaire. À respecter l'adversaire, à être un peu dans une préparation un peu trop longue à mon goût. Des fois, il faut essayer d'aller les bousculer comme ils l'ont fait contre le Burkina. Certes, le Burkina a été très faible, mais on a senti quand même qu'ils sont allés les bousculer, non pas être les champions de la passe à 10, comme on dit au pays, les champions du Maracana. Ça, on est très fort là-dessus, hein, une touche, deux touches. Mais là, il va falloir aller les bousculer et faire preuve de patience parce qu'ils vont mettre le bus, ils vont attendre vraiment jouer le nul hein, jusqu'au bout. Et ça peut être un match piège, mais après, effectivement, on doit gagner contre l'Égypte pour justement enlever cette petite poisse qu'on a contre cette nation-là, pour aller chercher cette demi-finale contre les cousins maliens ou contre les cousins sénégalais. Voilà, je pense que tout le monde attend cette... hein, Ricardo, tu ne pourras pas me dire le contraire. Tout le monde attend cette revanche Sénégal-Côte d'Ivoire. Ça serait incroyable. Donc, ça serait incroyable. Il y en a beaucoup. Hein. Nous, ça date pas d'hier. Hein. Ah, ça fait longtemps. Depuis Sénégal 92. 92 Dakar, je pense que même les anciens, ils l'ont encore là, cette finale. Donc, bien sûr, il a faux cette finale. Alors justement, cette demi. Vous parlez de cette rivalité historique. Si le Maroc bat le Cameroun, en face, il y aura le vainqueur du match entre l'Algérie et le Nigeria. C'est le dernier quart de finale. Imaginez un Maroc-Algérie au Maroc. Moi, je rêve, je signe. Hein. Je suis prêt à y aller. Et je vois déjà Saïd qui est en train de se mettre la tête entre les mains. Pour ce match-là. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est un Maghreb finalement qui revient sur le devant de la scène parce que souvent l'Algérie ces dernières années avait déçu. Là, on a une équipe qui d'abord a une fâcheuse tendance à mettre des bicyclettes en permanence. Mais en dehors du côté spectaculaire, on a une équipe qui est un peu plus engageante.
mais qui tombe face à un gros morceau, hein, c'est le Nigeria. Qu'est-ce que tu en penses justement, Anderson, que tu es le dernier à avoir parlé, de cette opposition? C'est un match que tout le monde va regarder aussi parce que ça donne vraiment envie sur le papier. Nigeria, puissance africaine, qui a eu du mal ces 2 dernières décennies à convertir justement sa démographie en résultat. Comment tu le vois ce match, toi, Algérie-Nigeria? Ben, c'est le match un peu qu'on attendait. C'est vrai qu'après le Algérie-Congo, moi j'ai été surpris quand même par les Algériens contre le Congo parce qu'ils ont fait preuve de patience. Je m'attendais à un match nul avec une victoire peut-être au penalty parce que le Congo il monte en puissance, hein, attention. Là, ça va être le même match, mais un peu plus compliqué pour les Algériens parce qu'en face, c'est une grosse machine. Alors, l'avantage que peuvent avoir les Algériens, pardon, c'est que la défense du Nigeria n'est pas la sécurité sociale. C'est un peu compliqué. Mais par contre, devant et au milieu, c'est très fort. Très fort et c'est puissant. C'est très puissant. Ça va être un match à enjeu, fermé. Je ne peux pas vous dire comme ça que l'Algérie va passer. Tout le monde rêve de ce Algérie-Maroc, hein, ça c'est sûr. Ça serait une demi-finale incroyable. Non, je ne peux vraiment pas me prononcer parce que le Nigeria, ils sont vraiment costauds devant. Je pense que leur seul adversaire, ça sera eux-mêmes. J'espère qu'ils auront réglé leurs problèmes internes. J'ai essayé d'envoyer un message à Eric, qui est vraiment un frère et un ami. Bon, il ne m'a pas répondu parce que je pense qu'il est concentré, mais il y a vraiment des égos à gérer au niveau du Nigeria. Et je pense que le plus gros adversaire du Nigeria, c'est le Nigeria lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils règlent un peu leurs problèmes internes pour vraiment se concentrer sur ce match. Les Algériens, voilà. Ils sont en mission. Tu vas pas aimer cette référence, mais les Algériens, c'est comme Marseille. C'est la folie, c'est la foi, c'est toute une fougue. Et il y a une nouvelle génération quand même qui est en train de monter, donc ça va être costaud. Donc avant de lancer Saïd sur l'Algérie au Maroc, on va demander à Ricardo ce qu'il pense de ce match. 2 grosses équipes, une Algérie finalement qui est littéralement en mission sur le sol marocain, un Nigeria qui a une place finalement à reprendre sur la scène africaine. Quel est pour toi le favori et où ça va jouer pour toi dans ce Algérie-Nigeria? Pour moi, ça va être la plus belle rencontre de ces quarts de finale parce que c'est vraiment 2 équipes qui jouent, 2 équipes qui produisent du spectacle, chacun à leur manière. Et moi, ce que j'aime bien avec l'Algérie, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont. C'est football en fait, c'est vraiment football. Que ce soit au milieu, même devant, c'est des joueurs vraiment techniques. Le fait qu'ils aient récupéré pas mal aussi de binationaux, ça les a beaucoup aidés. Et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus. Pas de maturité, mais ils ont plus la tête sur les épaules. Ils sont moins foufous, tout ça. Ils sont vraiment plus organisés. Et puis ça joue, quoi. C'est vraiment pétillant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir cette équipe algérienne. En plus, ce qui se passe aussi autour, même dans les tribunes, je pense que c'est sympa. Et le Nigeria, c'est une grosse puissance de frappe. Mais après, je pense qu'on a tous envie, on a tous un peu envie de voir cette fameuse rencontre en demi-finale. Donc, forcément, on va être derrière l'Algérie. Et pour le coup, ouais, moi, je vois quand même l'Algérie l'emporter. Mais pour moi, ça sera, contrairement à Anderson, moi, je pense que ce sera une rencontre spectaculaire. Il y aura quand même des actions, il y aura des beaux faits de jeu, j'espère des buts. Mais ouais, je vois malgré tout, à la fin, l'Algérie gagner. Et puis, on est parti pour cette demi-finale historique. C'est vrai que ça fait partie des matchs qui peuvent marquer une compétition et je pense que ça en fera partie. Et donc, puisqu'on parle de cette compétition au Maroc, rien de tel que notre local, notre journaliste national, Saïd. Alors, c'est fondamentalement celui qui affrontera le Maroc qui se dresse devant toi. Ton choix pour toi, c'est quoi? C'est l'Algérie ou c'est le Nigeria? Il y a quelque chose qui me plaît depuis tout à l'heure, c'est que j'entends dire le Maroc est déjà qualifié. Moi, ça me plaît, moi. Déjà, je suis très content. Merci à tous les 3 parce que ça me fait plaisir. Donc, j'espère que vendredi soir, je serai heureux. Mais pour en revenir, ouais, moi, il y a quelque chose qui me marque avec l'Algérie que je trouve intéressant, c'est que Ricardo a parlé des binationaux. Et c'est vrai que je trouve encore plus intéressant ce qu'ils ont fait ces dernières années, c'est qu'avant, on se concentrait énormément sur la diaspora française. Et là, ils ont été chercher des joueurs qui sont en Belgique, aux Pays-Bas, et ça change. Et c'est rare de la part de l'Algérie de faire ça. Et on peut se rendre compte que oui, exactement. Donc
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont élargi leur palette, et ça, c'est une très bonne chose, et ça se voit sur le terrain, Maza, Adjmoussa, enfin voilà, ça régale. Donc ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est que je pense qu'ils vont rencontrer, enfin, je sais pas, je pense, c'est qu'ils vont réellement rencontrer l'inverse de ce qu'ils ont rencontré avec la RDC, c'est-à-dire une équipe qui derrière n'est pas forcément solide, mais qui offensivement est incroyable. J'ai l'impression que le Nigeria est arrivé cette année en se disant, bon, on n'a pas forcément la meilleure défense, mais l'objectif, on le connaît, c'est de marquer plus que l'adversaire. Ouais. Et ça, on est capable de le faire. Donc, c'est ça qui va être compliqué à gérer, c'est les fulgurances offensives des Osimhen, Lookman. Enfin, c'est assez fou, vous l'avez très bien dit. Et rappelons-le, le Nigeria a deux éléments en tête aussi. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. C'est la deuxième de suite qui vont manquer. Donc déjà, ils ont ça entre les dents. Et ils sont finalistes malheureux. Anderson s'en souvient. Un finaliste malheureux de la dernière CAN. Donc justement, il y a aussi ça, cet élément qu'on a du mal peut-être à repenser. Donc les Nigérians sont peut-être aussi en mission. Tu le disais, Jean-Baptiste, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas gagné la CAN. Pourquoi pas aller la chercher cette année? Et moi, ça ne m'étonnerait pas, évidemment, le Maroc, mais ça ne m'étonnerait pas de voir une finale Sénégal-Nigéria, vous savez. Mais c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, quand on regarde ce plateau, c'est peut-être ce qu'on pouvait attendre de mieux. Il manque peut-être l'Afrique du Sud, mais elle n'a pas été au niveau. Mais objectivement, là, on a des quarts de finale qui sont vraiment, vraiment impressionnants, qui donnent envie. Et puis, ça donne d'autant plus envie que c'est la meilleure publicité pour cette Coupe d'Afrique. Bien sûr, on a besoin. Qui n'est pas forcément respectée à l'échelle internationale, pas assez par la FIFA, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et encore moins, finalement, par le football européen, alors qu'on a des matchs incroyables. On a des joueurs absolument fous, le nombre de talents qu'on voit. Et c'est aussi une vraie publicité pour le sport en Afrique et pour l'Afrique tout court. Donc j'espère qu'on aura, avec ces 4 quarts de finale, de quoi encore s'extasier avec des demi incroyables et puis peut-être la joie de Saïd. Messieurs, en tout cas, je voulais vous remercier pour cette émission. Saïd, merci. Ricardo, merci. Anderson, merci. C'était Paris United qui vous débriefait justement cette Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous donner aussi vos favoris pour ces quarts de finale. On vous attend nombreux et on vous dit à bientôt pour la suite. Ici, c'est Paris, mais c'est surtout Paris en Afrique.